que diriez-vous d'aller à la rencontre des Brugmaniens ? À chaque épisode, un sujet, un témoignage, un regard d'expert ou d'experte. Écoutez notre podcast pour découvrir celles et ceux qui font vivre l'hôpital au quotidien. Inspirer l'excellence, le podcast du département infirmier et paramédical du CHU Bruckmann met en lumière les équipes infirmières et paramédicales qui prennent soin des patientes et des patients au quotidien. Pour ce premier épisode, nous vous emmenons dans un service souvent entouré de silence, parfois de crainte et pourtant profondément tourné vers la vie. Les soins palliatifs. Un lieu où l'on ne cherche plus à guérir, mais où l'on continue pleinement à soigner. Un lieu où l'on accompagne les patientes et les patients, ainsi que leurs proches, avec attention, respect et humanité. Bonjour Nathalie Philippus, vous êtes infirmière en chef de l'unité des soins palliatifs du CHU Bruckmann. Vous coordonnez les équipes qui accompagnent au quotidien des patientes et des patients atteints de maladies graves et évolutives. Pour commencer, quand on parle de soins palliatifs, de quoi parle-t-on exactement et à qui s'adresse-t-il ? Bonjour Valentine, merci de m'avoir invitée pour cette première. Donc, dans l'ensemble, les soins palliatifs, c'est des soins apportés aux patients atteints d'une maladie incurable, grave, évolutive tout au long de leur parcours, pour laquelle il n'y a plus de traitement curatif qui est disponible. Donc en fait, ce n'est pas uniquement les derniers jours de la vie, ça peut être sur plusieurs mois, plusieurs années également les soins palliatifs. L'objectif des soins palliatifs, offrir une qualité de vie maximale à ces patients pour leurs dernières semaines, années, jours parfois, et essayer de garder le maximum une autonomie le plus longtemps possible. En fait, au jour le jour, c'est vraiment pallier aux symptômes des patients, que ce soit des symptômes physiques, donc la douleur, les nausées, tout ça, mais également tout l'aspect psychosocial, psychologique et même spirituel. Donc c'est vraiment une approche globale du patient. Il ne faut pas oublier non plus qu'on prend en charge les familles, donc il ne faut pas les mettre de côté. Et pour eux, c'est vraiment l'écoute et être attentif à leur vécu pour que tout se passe mieux, pour avoir une fin de vie digne et dans le respect aussi de leurs croyances, de leur philosophie. Quels sont les critères d'admission pour être aux soins palliatifs au CHU Bruckmann ? Tout d'abord, une maladie incurable, évolutive, et aussi, chez nous, les critères d'admission, c'est que le patient soit au courant de sa pathologie et des soins palliatifs. Donc, il ne faut pas nous confondre non plus avec une maison de repos ou un secteur de Revalie. Donc c'est vrai que l'honnêteté est importante, donc le patient doit savoir dans quelle unité il rentre. C'est pour ça qu'on travaille souvent avec les médecins traitants et les secondes lignes de soins palliatifs et les assistants sociaux des autres hôpitaux. Donc tout se fait sur rapport médical. Notre médecin, en collaboration avec l'assistante sociale et moi-même, on discute des cas en fonction des critères. On accepte le transfert du patient ou pas. Évidemment, il y a une liste d'attente. On n'a que 8 petits lits. Donc voilà, la demande est plus importante que ce qu'on peut fournir comme service, on va dire. Et quel est un trajet de soins classique ? Et donc bien souvent, c'est des patients qui soit sont en onco en fin de thérapie pour lesquels il n'y a plus de moyens. Donc là, c'est les transferts en interne, comme on appelle, ou transferts d'autres hôpitaux. Sinon, c'est souvent des médecins traitants et des secondes lignes. Donc c'est des patients qui sont en domicile, qui savent qu'ils sont en palliatif, mais que ça devient compliqué pour les proches, complexité des soins, complexité des symptômes, et que les familles, parfois, c'est lourd d'accompagner un patient sur toute sa fin de vie, et qui permet aussi alors de pouvoir souffler un peu. Et donc, c'est vraiment ce qu'on essaye d'offrir au maximum. Et donc, quand la guérison n'est plus l'objectif principal, comment définir le soin et l'accompagnement que vous proposez aux patientes et aux patients ? Pour l'unité, ici, c'est vraiment une approche commune visant à l'autonomie du patient et le traitement de tous ces symptômes. Donc, on vise vraiment le confort du patient, quel qu'il soit. Aussi, les soins sont faits dans le respect. Et aussi que la fin de vie se passe de façon paisible, digne, que ce soit pour le patient qui est en fin de vie et tous ses proches qui sont autour de lui pour être là quand même en soutien et en écoute. Qui compose l'équipe autour du ou de la patiente ? Quels sont les métiers qui interviennent et comment travaillent-ils ensemble ? Donc on est une équipe multidisciplinaire, donc les métiers de base, médecin, psychologue et infirmier. Et puis on a
l'ajout de la kiné, l'assistante sociale, la diététicienne. Également maintenant on a bénévoles, on a l'aumônière et puis les représentants des différents cultes aussi qui se présentent. On travaille de façon, c'est plus une collaboration. On essaye de se partager une partie des soins. S'il y a la famille qui est présente, la psychologue peut peut-être aller plus vers l'écoute. Nous on est plus dans les soins physiques et infirmiers. Puis en fait on travaille tous en collaboration. On a des staffs infirmiers le mardi où on rediscute des projets, des parcours de vie et vers où on va avec le projet patient. Vous avez aussi des unités mobiles de soins palliatifs. Quel est leur rôle au sein de l'hôpital et auprès des autres services ? On a de la chance d'avoir une équipe mobile de soins palliatifs ici sur Bruckmann, plus l'unité résidentielle. Donc notre travail, c'est vraiment un travail de collaboration. Donc les unités peuvent nous appeler pour différentes choses. Ça va de l'accompagnement pour une gestion de symptômes, une réflexion éthique par rapport, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête les traitements, vers où on va, un transfert à l'unité de soins palliatifs, un transfert à la maison. Et vraiment, c'est de collaboration et formation aussi des équipes. Et quelles qualités humaines sont selon vous indispensables pour travailler en soins palliatifs ? Savoir-être, savoir-faire, ça c'est un peu la base pour tout soignant. Je pense aussi une certaine empathie, une écoute active qui était importante. Essayer de trouver la juste distance aussi, parce que côtoyer des patients en fin de vie et des proches qui sont en souffrance, ça peut un peu nous prendre et essayer de quand même trouver une distance pour ne pas être submergé par tout ça. Une authenticité aussi. Ce qu'on fait souvent, c'est on ne ment pas aux patients. Toutes les questions qu'ils posent, on y répond. Un dialogue vraiment vrai. Accepter qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Donc c'est un peu la finalité aussi chez nous. Être flexible, s'adapter, vu qu'on respecte le rythme du patient et on travaille en fonction de lui et des proches. Absence de jugement aussi, être calme. Et comment fait-on pour tenir dans la durée émotionnellement en tant que soignante ou soignant ? Je pense que l'important, c'est un équilibre personnel déjà. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce qu'on vit ici à Bruckmann et puis il y a toute la sphère familiale, proche, publique et tout, où on a parfois vraiment besoin de ce soutien. Il y a des collègues, le socle familial, c'est super important. Puis les activités en dehors de l'hôpital. En interne, ce qui est important, je pense que c'est le travail d'équipe. Donc on peut déposer entre nous, vu qu'on vit la même chose tous les jours depuis quelques années, sans jugement. Et puis, je pense que un peu la philosophie, c'est de savoir que la mort, c'est le dernier moment de vie, et c'est un processus normal dans l'évolution. Donc, je ne dis pas qu'on s'habitue à la mort, mais c'est quelque chose qu'on n'appréhende pas de la même façon que dans une autre unité de soins. Et malgré la gravité des situations, est-ce qu'il y a aussi des moments de légèreté, de lien, parfois même de joie dans le service ? Oui, paradoxalement, je pense qu'en plus, il y en a plus chez nous que dans les autres unités de soins. Donc c'est vrai qu'on fête les anniversaires de certains de nos patients. On a eu un mariage il y a quelques années. On a eu un anniversaire avec tonnelle dans le jardin. Les animaux sont présents, les enfants peuvent venir. Et puis parfois on discute d'histoire de vie où il y a des moments, c'est pas toujours dans la peine et dans la tristesse. Parfois, les familles et les patients nous disent « Oui, on a vécu ça ». Et alors c'est des moments où on rigole, tout ça. Donc. Merci Nathalie. Merci Valentine. Les soins palliatifs, ce sont donc des équipes, des gestes, une présence constante. Mais c'est aussi un lieu, un espace pensé pour accueillir, apaiser et accompagner autrement. Au CH Bruckmann, l'unité des soins palliatifs a récemment changé de visage. Bonjour Arabelle. Bonjour Valentine. Vous êtes architecte au CH Bruckmann, un métier qu'on ne soupçonnerait pas forcément dans un hôpital, et vous avez repensé les lieux et l'aménagement des nouveaux locaux des soins palliatifs pour en faire un endroit apaisant et humain. Par où commence-t-on quand on doit imaginer ce type de lieu et quels étaient les grands objectifs de ce projet ? Alors pour moi, un projet commence toujours par l'analyse de l'environnement existant, puisqu'on doit l'améliorer. On visite souvent l'unité, on écoute le personnel, on regarde comment il fonctionne et on écoute surtout ce qui ne fonctionne pas. Et si on a de la chance, on a droit à des petites anecdotes. Moi ici, j'en ai retenu 2. Nathalie Philippus, donc l'infirmière chef du service, m'avait raconté qu'il y avait une famille très nombreuse qui voulait accompagner un patient, comme ça se fait dans certaines cultures. Et ils se sont retrouvés à 30 personnes dans une pièce de 20 mètres carrés. Donc voilà, on peut imaginer le désordre que ça a occasionné, non seulement pour cette famille, le désagrément, mais aussi pour le personnel, pour le staff infirmier et pour les autres patients et les familles des autres patients. Donc déjà, il y avait un manque crucial de mètres carrés dans cette ancienne unité.
Et une autre anecdote qui était un jeune homme qui était venu pour visiter les soins palliatifs et pour son papa et qui a dit ici c'est trop triste, moi je m'en vais, je ne laisse pas mon papa ici en fin de vie. Donc voilà, ça c'est deux vraiment petites anecdotes qui m'ont fait penser à ok, je dois penser l'unité pour le patient comme dans tous les autres projets, mais je dois aussi penser à la famille. Parce que finalement, c'est la famille qui a le regard, c'est la famille qui a besoin de confort parce que c'est eux qui restent avec une tristesse inévitable. Et donc, il faut que le lieu les enveloppe comme un cocon, les accompagne du mieux possible. Et donc, si le lieu était déjà trop petit et repoussant, c'était perdu. Voilà. Et donc, ça a été mon point de départ. Et le point de départ pour imaginer ce projet en 2 phases. Une première phase qui consistait à aménager l'aile du bâtiment B Horta pour accueillir toutes les chambres des patients. Et une deuxième phase, une fois qu'il y aurait eu le déménagement de l'ancienne unité vers l'aile Horta, une démolition et une reconstruction dans cet endroit d'espace dédié à la famille, aux patients bien sûr, mais à la famille, en ce sens qu'on a pensé à faire une salle privatisable pour les derniers événements, etc. Vraiment à l'écart de l'unité d'hospitalisation pour ne plus déranger, avoir toute la place, l'intimité nécessaire, mais aussi une véranda tournée vers la nature, la vie, etc. Même si on est dans un milieu de fin de vie, voilà, on voulait quand même redonner une vue sur les saisons, la nature, la vie. Vous avez travaillé sur la lumière, les couleurs, les matières, la conception des espaces. Quelle a été votre réflexion par rapport à tout ça ? Alors pour la lumière, c'est clair qu'on est assez gâté ici avec l'architecture Horta, parce que c'est une architecture de pavillons rez-de-chaussée qui sont souvent bien dotés de grandes baies vitrées et très bien orientés. C'est un plan qui a été très bien pensé par Victor Horta, en ce sens qu'il a orienté ses bâtiments déjà avec des écartements entre différentes ailes, avec des espaces verts entre, qui permettent en fait que la lumière vive dans l'unité tout au long de la journée. On a des espaces traversants, donc la lumière traverse vraiment d'un bout à l'autre. Donc l'éclairage naturel et le soleil, qui sont vraiment bénéfiques pour les patients, quelle que soit leur pathologie, est bien présent. Et c'est vraiment le cas ici pour l'unité de soins palliatifs. Mais aussi, ça c'est la journée. Quand il fait noir, on a travaillé sur un éclairage dit artificiel, constitué principalement de lumière chaude, LED, d'immable, à différents endroits. Par exemple, je pense aux petites veilleuses qui sont tout au long des couloirs, qui marquent une présence toute la nuit. Voilà. Après, pour les couleurs, on est resté dans des couleurs très pastel, chaudes, et avec une bonne note de vert pour être dans ce cadre de nature. Comment s'est passée la collaboration avec les équipes des soins palliatifs pendant la conception ? J'étais bien nourrie, entre guillemets, d'informations par Nathalie Philippus et Rudy Bruyère, voilà, qui m'ont bien aidée à concevoir convenablement ce projet dès le début. Mmh. Et est-ce qu'il y a une différence entre la conception d'une unité de soins palliatifs et celle d'une autre unité de soins ? Il y a une grosse différence, pour moi en tout cas, c'était l'envie de se dire, voilà, c'est quelque part le dernier voyage, si je peux m'exprimer comme ça. C'est peut-être un peu dur, mais j'avais envie que et les familles et les patients arrivent là en se disant, je ne suis pas à l'hôpital, je suis chez moi. Ils sont super bien accueillis par le staff, l'équipe, Nathalie, etc. Ça, il n'y a aucun doute possible. Mais aussi, je voulais que le lieu rende cet accueil encore plus fort et donc qu'ils se sentent chez eux, pas dans un endroit froid, stérile, etc. Et donc, chaque chambre a été pensée pour être différente. Donc, on rentre dans la chambre pas la numéro 2, la numéro 3, on rentre dans une chambre avec une ambiance plutôt rose, plutôt verte, plutôt voilà. Et aucune famille ne se trompera, puisque dès l'entrée, autour de la porte d'entrée de la chambre, on a la couleur de la chambre, la carte d'identité de la chambre, entre guillemets. Donc voilà, ça c'était un peu l'idée. Donc c'est un peu le même thème de décor un peu abstrait, de forme courbe, douce, mais chaque couleur est différente. Et aussi, du coup, ces chambres sont plus pensées comme des chambres d'hôtel bien cotées. Donc elles sont grandes, elles font environ 33 mètres carrés en moyenne, mais il y a quand même quelques plus petites. Il y a 10 chambres aussi, ce qui est différent d'une unité classique qui est plutôt vers les 22 lits, ce qui a permis justement d'avoir des belles chambres bien grandes. Et dans ces chambres, on retrouve tout le confort pour la famille, c'est-à-dire qu'on a un petit salon.
ce qui permet déjà de fonctionner maintenant sans avoir déjà l'autre phase pour les familles. Donc, il y a un salon qui peut se transformer en chambre d'appoint pour l'accompagnant. On a une grande salle de bain aussi. D'ailleurs, encore une anecdote, Nathalie m'avait dit « Tu vas quand même pas mettre des miroirs dans cette salle de bain ?» parce que je dis « Pourquoi pas ? Dans chaque salle de bain, on met un miroir. » Mais non, parce que les gens n'ont plus forcément envie de se voir. Voilà, grand silence. On ne pense pas toujours à tout. On ne se met pas dans la peau des gens. On est là dans notre design d'architecte. Et parfois, on fait un arrêt sur image. On se dit « Ça, c'est vrai, j'y avais pas pensé. » Et puis, je dis à Nathalie « Mais oui, ok, il y a les patients, mais il y a les familles. Si moi, je dors là, j'aime quand même de pouvoir donner une dernière belle image à la personne que j'accompagne. Ou voilà, il y a la vie. Donc, la vie continue. Donc, le miroir, pour moi, devait être là. » Elle m'a dit « Ok. » Voilà. Si quelqu'un entre pour la première fois dans ce service, qu'aimeriez-vous qu'il ou elle ressente immédiatement ? Qu'il est chez lui. Qu'il est bienvenu et qu'il est chez lui. Voilà. Merci Arabelle. Avec plaisir. Les locaux, la lumière et les matériaux contribuent à créer un environnement apaisant. Mais ce sont les patients et patientes, leurs proches et l'équipe soignante qui donnent tout son sens à ce service. Bonjour Alain Coppens, bienvenue au CHU Bruckmann. Bonjour Valentine. Pouvez-vous nous expliquer quel est le lien qui vous unit à l'unité des soins palliatifs du CHU Bruckmann ? Alors, sans grande surprise, ce qui me relie aux soins palliatifs du CHU Bruckmann, c'est un deuil. Donc, en 2014, j'ai perdu mon papa des suites d'un cancer. Il a passé ses presque 2 dernières semaines ici aux soins palliatifs. Donc, moi, à l'époque, j'avais pris un congé particulier donc, où je travaillais le matin et j'étais en congé l'après-midi. Donc, je passais, pendant ces près de 2 semaines, j'ai passé toutes mes après-midi ici au chevet de mon papa pendant ces 2 semaines-ci. Et comment avez-vous vécu l'accompagnement proposé à votre papa et à votre famille ? Alors, je me souviens que j'ai été très surpris et touché de la place qui était donnée aux proches. J'ai vraiment eu ce sentiment que finalement, un patient qui était pris en charge aux soins palliatifs, c'était pas seulement le patient qui était pris en charge, mais c'était vraiment le patient et toute son histoire, c'est-à-dire ses proches également. Et j'ai vraiment eu ce sentiment que les besoins des proches des patients étaient presque considérés de la même façon que les besoins du patient lui-même. Donc ça m'a beaucoup touché à l'époque et ça a permis de mieux vivre ce deuil. Est-ce que c'est toujours la même émotion qu'il y a 10 ans ? Je dirais oui et non. Quelque part, en y retournant plus de 10 ans après, forcément, d'une part, l'émotion n'était pas tout à fait la même si le premier jour où je suis revenu, il y a évidemment beaucoup d'émotions qui sont remontées, mais mon regard était différent puisque d'une part, j'ai pu assister un petit peu aux coulisses, on va dire, à l'envers du décor. Et puis, forcément, que j'étais un peu moins pris émotionnellement, puisqu'à l'époque, je vivais le deuil de mon papa. Aujourd'hui, même si l'émotion était présente, elle était forcément différente de ce que j'ai pu vivre il y a 10 ans. Oui, c'était différent, mais le regard était différent. J'ai pu avoir aujourd'hui un regard un peu plus objectif et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, finalement, il y avait une vraie corrélation entre ce que j'ai vécu en 2014 et ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Quelles différences concrètes avez-vous pu observer entre le service tel que vous l'avez connu il y a quelques années et celui d'aujourd'hui ? En revenant aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de voir les nouvelles infrastructures, j'ai eu l'occasion d'assister à l'évolution du chantier. J'ai pu voir que la place qu'on accorde aux proches que j'ai vécu il y a 10 ans et ce que j'ai vécu aujourd'hui est toujours bien présente et encore plus puisqu'on a aujourd'hui des chambres plus grandes et notamment dans ces chambres on a à chaque fois un canapé convertible pour éventuellement que les proches puissent passer des nuits sur place. On a ces petites terrasses. Donc vraiment ce sentiment d'accompagnement et d'importance qui est donné aux proches et je trouve est encore non seulement est encore présent mais il est encore plus dans la nouvelle évolution, quoi. Et donc vous êtes maintenant photographe et il y a quelques mois vous nous avez demandé pour venir faire un reportage photo dans cette unité qui vous tient à cœur. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de revenir avec un appareil photo ? Pour remettre un petit peu dans le contexte, donc c'est un projet de fin d'études. Donc quand il a fallu choisir un sujet, je voulais à tout prix un sujet qui ait du sens, qui soit profond. Ce que j'aime beaucoup faire dans mon travail photographique, c'est de mettre l'humain en avant. Et à l'époque, je me souviens que, donc avec l'expérience avec mon papa, je me souviens avoir ressenti beaucoup de reconnaissance envers le personnel. Et je me suis dit aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de remontrer encore une fois ma reconnaissance d'une autre manière. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais écrit une lettre pour les remercier et leur dire tout le bien que je pensais du travail qu'ils avaient pu fournir.
près de 12 ans après, je me suis dit, aujourd'hui, c'est l'occasion de mettre leur travail en avant. Voilà, donc j'ai envoyé ce mail, j'ai parlé de mon histoire personnelle, j'ai évoqué aussi ce que je voulais montrer et voilà, je pense que c'est ce qui a convaincu et qui a fait qu'aujourd'hui j'ai pu faire ce reportage. Et justement, qu'est-ce que vous avez voulu montrer en priorité à travers ces photos ? Les soins palliatifs sont certainement si pas l'unité la plus mal comprise de toutes les unités médicales, j'ai l'impression. C'est une unité de soins qui souffre beaucoup de préjugés, d'a priori. Si on demande aux gens qu'est-ce que vous évoquent les soins palliatifs, 9 chances sur 10 que ce soit le mot mort qui revienne. Je voulais surtout pas que le reportage soit un reportage sur la mort, même si évidemment qui dit soins palliatifs dit forcément fin de vie, dit deuil, dit tristesse, donc il ne fallait pas complètement éluder ça, mais je ne voulais pas que ce soit le seul aspect qui ressorte. D'ailleurs, aussi contradictoire que ça puisse paraître, finalement les soins palliatifs sont peut-être une unité où on célèbre la vie plus qu'ailleurs finalement, pour la simple et bonne raison que la particularité des soins palliatifs, c'est qu'on ne tente plus de guérir, on accompagne, on soigne, ce qui fait que finalement le moindre petit geste, la moindre petite parole positive prend une dimension importante qu'on retrouve peut-être moins ailleurs. J'aime bien évoquer une anecdote quand je parle de mon expérience avec mon papa. C'est qu'un jour, je suis arrivé, mon papa avait une sorte d'huile sur son bras, donc je demande comment ça se fait. On me dit il a reçu un massage, il a eu un massage. Et donc, c'est une anecdote qui montre à quel point justement, on célèbre peut-être plus la vie dans ce genre d'unité qu'ailleurs. Et c'est ça que je voulais essayer de mettre en avant dans mon reportage. Et y a-t-il des aspects du travail des soignantes et des soignants que vous n'aviez pas perçus à l'époque et qui vous sont apparus plus clairement aujourd'hui ? Je ne dirais pas que j'ai découvert quelque chose. J'ai peut-être pris conscience de certaines choses, notamment la personnalisation qui est apportée dans leur travail. Ce que je veux dire par là, c'est que le patient de la chambre 10, ce n'est pas juste le patient de la chambre 10 qui a telle pathologie. Le patient de la chambre 10, c'est un patient qui a un nom, un prénom, une histoire, des traits de caractère. J'ai eu l'occasion d'assister souvent à des discussions entre le personnel. Et il y avait beaucoup, comme je dis, de personnalisation, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas simplement d'un patient, on parlait d'une personne avec ses traits de caractère. Et c'était vrai autant pour le patient que la famille. Donc il y avait ce côté très personnel. D'ailleurs, on m'a souvent dit que finalement, c'était peut-être l'unité où on prenait le plus le temps. Donc on prend le temps de les connaître en tant que personne, en tant qu'être humain. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et puis aussi, une autre chose qui m'a marqué, c'est à quel point tous les infirmiers et les infirmières avec qui j'ai pu discuter me disaient à quel point ils ont choisi d'être là. À quel point c'était un vrai choix qu'ils ne regrettaient pour rien au monde. On sent vraiment que c'est une vocation de travailler dans ce type d'unité. Et finalement, je me dis, tout s'explique parce que ce que j'ai vécu il y a 10 ans et ce que je peux voir aujourd'hui, on sent qu'il y a forcément une corrélation entre les deux. Et j'ai envie de dire finalement, tout s'explique et il n'y a pas de vraie surprise. Merci Alain. Merci Valentine. Les soins palliatifs sont souvent associés à la fin de vie, mais à travers les voix de celles et ceux qui y travaillent, les conçoivent et les traversent, ils apparaissent avant tout comme un lieu de soins, de présence et de vie. C'était le premier épisode d'Inspirer l'excellence, le podcast du département infirmier et paramédical du CHU Bruckmann. Merci à nos invités et merci à vous pour votre écoute.